Bonjour les topins, j'ai une petite question pour vous. C'est quoi une femme ? Que vous pensiez connaître ou non la réponse, laissez-moi vous embarquer dans un podcast de plusieurs épisodes sur le documentaire de Matt Walsh, What is a Woman ? On est prêt ? Top ! Le documentaire commence par une interview avec Gert Comfrey, une thérapeute conjugale et familiale du Tennessee. Et c'est franchement l'entrevue la plus paisible de tout le documentaire. Peut-être parce que Walsh n'est pas aussi incisif qu'avec les autres personnes qu'il interviewe un peu plus tard, mais aussi parce que le thérapeute est très sympathique et ouverte d'esprit. Gert est aussi une thérapeute de réattribution sexuelle. Ça veut dire qu'elle aide les gens à faire leur transition vers un autre sexe. Exactement le chat. Gert traite ses patients à travers le féminisme et la théorie du genre. C'est-à-dire qu'elle conseille ses patients en se basant sur une idéologie qui appréhende la société sous le prisme d'un rapport de domination entre hommes et femmes. Je vous laisse deviner qui domine qui. Et d'autre part, elle enseigne à ses patients que le genre et le sexe sont deux choses bien distinctes. On peut être né fille et s'identifier garçon. Un petit garçon peut très bien jouer à la poupée. Une petite fille peut très bien jouer aux voitures. Lorsque Matt interroge Gert sur la question fatidique « Qu'est-ce qu'une femme ?», elle répond que c'est relatif. Que la réponse dépend de plusieurs facteurs comme la classe sociale, le milieu culturel ou l'appartenance ethnique. Ensuite, elle dit qu'elle n'a pas vraiment de légitimité pour parler de ce qu'on ressent quand on est une femme, parce qu'elle n'en est pas une. Et c'est un des premiers moments what the fuck du documentaire. C'est vrai que Gert a un côté un peu tomboy, elle a les cheveux courts, mais elle est très douce. Je n'aurais pas été surpris qu'elle dise être lesbienne, mais c'est bien plus compliqué que ça. Gert n'est pas totalement délirante dans ses propos. Elle semble adhérer au holisme et pense que la perception que l'on a de soi-même, de notre genre, est déterminée par notre place dans la société. Un peu comme le courant de pensée du déterminisme social d'Émile Durkheim. Selon celui qui est considéré quand même comme le père de la sociologie moderne, les pensées et les comportements des humains résultent d'une contrainte sociale qui s'exerce sur eux. Je suis moi-même adepte de ce courant de pensée et je m'attire souvent les foudres de mes amis pendant des longs débats passionnés sur le sujet. J'ai des potes, ou des gens de ma famille, qui par exemple voudraient bien voir la peine de mort restaurée pour certaines personnes, ou qui sont très axés sur une solution punitive pour les voleurs, violeurs, violents. De mon côté, c'est tout le contraire. J'ai l'intime conviction qu'on est le résultat de notre environnement, que si on a blessé, c'est avant tout parce qu'on a été blessé. Je serais vraiment ravi qu'une étude soit faite sur l'origine sociale des activistes de la transidentité. D'où viennent-ils ? Qu'ont-ils vécu dans leur vie pour renoncer à la biologie tout à coup ? Qu'est-ce qui, dans la vie d'une personne, va la convaincre qu'on peut être un homme ou une femme, indépendamment de nos parties génitales ? En répondant à cette question, on sera déjà plus en mesure d'expliquer, de comprendre, de pardonner. Parce que oui, la théorie du genre et les thérapies de réattribution sexuelle sont dangereuses. Inciter un jeune enfant, un adolescent ou même un adulte à recourir à de la chirurgie intrusive pour changer de sexe, ça n'a rien de sain sur le plan médical. Les conséquences peuvent être terribles et sont toujours presque irréversibles. Eh bien, penchons-nous un peu plus sur Gert. Gert indique avoir grandi en Pennsylvanie dans la côte est des États-Unis. Elle a fait son coming out à l'âge de 23 ans. Elle doit avoir entre 35 et 40 ans aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il y a 15 ans, elle s'est révélée comme non-binaire à sa famille, qui n'aurait sûrement pas compris à l'époque. Je suis même pas certain que Gert elle-même ressentait déjà cette non-binarité dès son enfance jusqu'à ses 23 ans. Et c'est en ce sens qu'une étude sociale sérieuse sur le sujet pourrait nous aider à comprendre dans quelle mesure cette idéologie aurait pu être insufflée chez les gens. Et quelle est la part authentique de ce sentiment de non-appartenance à un genre. À mon avis, Gert a vulgarisé cette révélation sous le prisme de l'homosexualité.
Puis elle a dû expliquer à sa famille que sa différence n'était pas uniquement centrée sur sa sexualité, mais aussi sur l'essence même de son identité. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, chérie? Tu veux changer de sexe? Non, maman. C'est bien ça le problème. Je ne suis ni un homme ni une femme. Comment ça? Tu es hermaphrodite? Ce n'est pas possible, je m'en serais rendu compte. Non, maman. J'ai bien les parties génitales d'une femme. Mon corps est celui d'une femme. Mais mon esprit ne se reconnaît ni dans l'un, ni dans l'autre. Compte rendu de consultation du docteur Maboul. Je vois ce jour en consultation Julien, jeune homme de 23 ans qui manifeste des symptômes prononcés d'apotemnophilie. En effet, bien qu'il ne ressente pas de douleur ou de gêne particulière, Julien exprime un fort désir de subir l'amputation de son bras gauche. Il est possible que sans une supervision continue, Julien décide de se sectionner le bras lui-même. Il représente donc un danger pour lui-même. J'envisage d'instaurer un traitement drastique et d'interner Julien dans les plus brefs délais. À ce jour, Gert vit un peu plus au sud-ouest dans le Tennessee, à Nashville. Elle a quitté sa Pennsylvanie natale il y a environ 13 ans, probablement en même temps que son coming out. J'imagine, je spécule. Elle dit qu'elle se plaît beaucoup à Nashville et est inspirée par l'importance de la justice dans cette ville. Je pense qu'elle fait sûrement référence au fait que Nashville est une ville ultra progressiste et berceau du Tennessee Justice Center dont les valeurs sont les suivantes. Nous croyons que tout individu a droit à la dignité et que nos lois et politiques publiques devraient refléter cette croyance. Les personnes atteintes d'une maladie ou en situation de handicap devraient avoir accès aux soins et aux services nécessaires à leur épanouissement. Ceux qui sont confrontés à des périodes difficiles ou des obstacles insurmontables devraient avoir accès au soutien nécessaire pour se reconstruire. Ah là 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 là. Ce genre de discours gaucho qui enfonce des portes ouvertes, c'est vraiment indigeste. Mais bon, en tout cas, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir de nobles intentions. Du moins sur le papier. Gert, lorsqu'elle parle de justice, ne parle pas de ce qui se passe dans les tribunaux. Pas du tout. Gert fait référence à une autre justice, la justice sociale. Et Gert prête allégeance à une communauté qu'on appelle les Social Justice Warriors. Ça se traduira par guerriers de la justice sociale dans notre bon français. Et c'est quoi leur revendication? Alors Farid, leur revendication c'est assez farfelu. C'est une communauté qui fait la promotion d'idéaux de gauche, progressistes et libéraux, dont le féminisme, les droits civiques, les droits des homosexuels et des transgenres, le politiquement correct et le multiculturalisme. D'ailleurs, le terme non-binaire est très populaire chez les Social Justice Warriors. Non-binaire. Je le trouve particulièrement inquiétant, ce terme. Pourquoi c'est inquiétant? C'est juste qu'elle ne s'identifie ni à une femme ni à un homme. Elle est donc non-binaire. Ok le chat, mais pourquoi employer un vocabulaire informatique pour décrire un sentiment humain? Alors là, dans le mille. De base, le système binaire, c'est ce qu'on utilise dans les programmes informatiques. On n'emploie donc que le chiffre 0 et 1. On peut dire ici que le 0 c'est l'homme et le 1 la femme, ou l'inverse, peu importe. Les Social Justice Warriors déconstruisent le genre en le définissant comme une entité informatique obsolète, avec seulement deux possibilités, l'homme et la femme. De cette manière, ils créent leur propre algorithme. Être non-binaire, c'est apporter une espèce de mise à jour à ce programme informatique dépassé. Et vous avez tout à fait le droit de penser comme ça. Si votre opinion, c'est que le genre humain ne doit plus être défini par une paire de chromosomes, ok. Mais votre point de vue est-il celui de la majorité? Est-ce que tout le monde pense qu'un homme biologique peut être une femme et vice-versa? Est-ce que les Social Justice Warriors reflètent l'opinion publique? Si le peuple s'exprime sur le sujet et qu'une écrasante majorité donne raison à ce courant de pensée, alors pourquoi pas commencer à aménager la société dans ce sens? Mais regardez autour de vous. Rien que dans votre entourage, combien connaissez-vous de personnes qui se sont teints les cheveux en bleu et qui revendiquent les valeurs que je viens de vous décrire?
Je vous mets au défi d'en nommer plus d'une. Je n'ai pour ma part rencontré qu'une seule de ces personnes, et c'était au sein d'une entreprise aux valeurs ultra inclusives, Airbnb. Dans le cadre de mon travail, j'ai côtoyé une personne qui avait les cheveux bleus, et qui revendiquait cette idéologie du non-binaire. C'était la seule et unique collègue appartenant à cette mouvance sur un effectif de plus de 150 salariés. Donc, de mon expérience professionnelle, les Social Justice Warriors représentent 0,66% des personnes que j'ai côtoyées dans un cercle professionnel et 0% pour mon cercle personnel, donc amis, famille et connaissances. Je doute sincèrement que ce chiffre soit beaucoup plus élevé pour les auditeurs de ce podcast. Quand bien même il serait 2 fois supérieur, ça ne représenterait même pas 1% des gens que vous connaissez. Toutefois, l'agenda politique de ces guerriers de la justice sociale, c'est d'imposer leurs valeurs dans tous les domaines de la société jusqu'à la grammaire. Gerd Comfrey, au début de l'interview qu'elle accorde à DZC et que je vous mets en description, informe son interlocuteur que ses pronoms sont « il » avec un S et « elle » avec un S, ce qui n'a aucun sens en grammaire, lorsqu'on s'adresse à une seule et même personne du moins. Gerd Comfrey n'est pas autoritaire dans son discours. Elle n'essaie pas d'imposer son point de vue, et je ne pense pas qu'elle aurait mis fin à l'interview si son interlocuteur avait refusé de s'adresser à elle au pluriel. Mais Gert est la militante social justice warrior la plus sympathique et ouverte d'esprit que j'ai pu écouter jusqu'ici. Bien que les valeurs qu'elle promeut m'apparaissent insensées, sa manière de s'y prendre rend son discours beaucoup plus acceptable. Sa tendance à sourire constamment est un peu inquiétante, mais elle lui donne un charme incontestable. Au moins, elle n'emploie jamais un ton condescendant et est à l'écoute de son interlocuteur, qu'elle n'interrompt jamais. Vous ne l'entendrez jamais couper la parole à une personne avec qui elle a une discussion. C'est vrai qu'elle est quand même vachement sympathique. Tu t'imagines si on pouvait faire une interview avec elle? Je suis sûr que vous pourriez bien vous entendre. Elle est non-binaire et tout, c'est un chat, un québécois, un blédard et je ne sais pas combien d'autres personnalités qui vivent dans ta tête. Vous feriez un sacré duo. Bah franchement la souris, je serais totalement partant pour l'interviewer si un jour ce podcast devenait assez populaire pour qu'elle m'accorde un peu de son temps. Enfin, pour revenir au sujet, reste à savoir comment et pourquoi la gauche a réussi à imposer une telle idéologie. Pour répondre au comment, je pense qu'il faudrait avoir une taupe au sein des loges franc-maçonnes. Je suis convaincu que c'est de là que vient l'impulsion. Je suis certain que dans le secret des loges du Grand Orient, le sujet de beaucoup de tenues est la transidentité. Quant à répondre pourquoi, j'ai plusieurs idées. Premièrement, l'antiracisme s'est essoufflé et on ne peut plus en faire un combat visionnaire et à l'avant-garde alors que c'est devenu la norme. Ensuite, je dirais que c'est simplement une extension de ce que Michel Clouscar a nommé habilement le libéralisme libertaire. Ce qui, je le rappelle, consiste à justifier le libéralisme à travers des idéaux libertaires. Le progrès, oui, mais le business d'abord. Enfin, je pense que la thèse du transhumanisme est très pertinente. Il semblerait que la franc-maçonnerie soit très portée sur la question. Il est possible qu'un des plans du grand architecte soit de précipiter un peu plus l'être humain vers sa fusion avec la machine. Fusion qui est déjà bien entamée depuis l'adoption générale du smartphone entre 2005 et 2008. Nos petits écrans noirs sont déjà un prolongement de nos doigts. Nos téléphones nous accompagnent partout et nous passons plusieurs heures par jour les yeux rivés sur eux. La prochaine étape est sûrement de supprimer l'appareil et de l'intégrer dans son utilisateur. C'est une des prouesses qu'Elon Musk est sur le point d'accomplir avec son Neuralink. Musk a déjà réalisé des tests concluants sur des animaux, en l'occurrence des porcs, et ce n'est qu'une question d'années avant que les premières puces soient implantées chez des humains. Et qui c'est qui digresse encore une fois? Allez, c'en est assez pour cette première partie sur What is a Woman, que je vous ai mis en description. Profitez-en, c'est un documentaire payant aux États-Unis, et c'est en entier et sous-titré. En plus, c'est de très bonne facture.
Compte rendu de consultation du docteur Maboul. Je vois à ce jour en consultation Emmeline, jeune fille de 12 ans souffrant de dysphorie de genre. Emmeline a l'impression d'être née dans le mauvais corps et souhaiterait devenir un garçon. À des fins de sécurité et en respect de l'éthique, je préconise qu'on lui ampute les 2 seins et qu'on lui modélise un sexe masculin à l'aide de peau que nous grefferons de ses bras. Également, nous lui administrerons des bloqueurs d'hormones et envisagerons une prise de testostérone. Je considère qu'à l'âge de 12 ans, Emmeline est tout à fait capable de comprendre le tenant et aboutissant d'une telle procédure.